Ah, monsieur, merci de nous retrouver ce matin. Nous sommes en direct sur Equinox Télévision. Oui, c'est la dernière édition de cette émission, la revue des grandes lunes, l'émission qui vous permet de comprendre le fin mot de ce que la presse traite chaque matin entre 9h20 et 10h sur notre antenne. Tout de suite, voici la synthèse de ce que nous propose la presse ce matin. À la une de la Nouvelle Expression, parution de ce vendredi, Souvenir de Genève, Wandier et Marthe Moumier par le titre La Nouvelle Expression. Dans une interview exclusive accordée à une chaîne suisse à quelques heures après le décès par empoisonnement en octobre 1960 du président de l'Union des populations du Cameroun, Félix Roland Moumier, Ernest Wandier et Marthe Moumier, la veuve du leader nationaliste arrivé précipitamment, sont revenus sur les auteurs et les circonstances de l'assassinat du président. 60 ans plus tard, les clairons de la politique camerounaise résonnent encore fortement à partir de la ville dont la seule évocation attriste toujours les nationalistes camerounais de l'UPC. C'est à lire dans 2 pages de la Nouvelle Expression de ce matin, pas moins, pages 6 et 7 du journal. Vous retrouverez cet article et cette interview fleuve de Ernest Wandier et de la veuve de Félix Roland Moumier, c'est bien Marthe Moumier, c'est dans les colonnes du journal ce matin. En fenêtre de la Nouvelle Expression, repression Fridelonké au maquis, les éléments de la sécurité militaire ont encerclé la maison de l'enseignant, c'est à découvrir en page 3. Et puis le journal parle également du Cameroun, la démocratie confisquée. Les formes instituées ne permettent pas aux revendications populaires de s'exprimer sans passer par la répression. Un constat bien triste, s'exclame le journal ce matin. Le journal La Nouvelle Expression qui évoque également le MRC, marche interdite, programmée pour le 25 juillet 2021. Elle a été interdite par le sous-préfet de Yaoundé 1er. C'est à découvrir dans les colonnes de La Nouvelle Expression, parution de ce matin. Vous aurez en kiosque ce matin le quotidien Mutation. Oui, Mutation parle ce matin du prix du ciment, la hausse en béton. Titre le journal Mutation. Face au spectre d'une flambée plus importante occasionnée par la conjoncture internationale, le ministre du Commerce joue le sapeur-pompier. C'est allé en page 7 des Mutations dans son édition de ce vendredi. Avec un mouvement pour la renaissance du Cameroun, encore une manifestation interdite. Vous retrouvez l'article en page 9 de Mutations dans son édition de ce matin. Émergence parle également du ciment, tout sur la flambée des prix. Les vendeurs, dans le but de s'enrichir frauduleusement, croient savoir le journal, favorisent l'inflation. Les distributeurs parlent de pénurie de ciment. Les producteurs démentent. La position du ministère du Commerce est à lire dans l'enquête que mènent nos confrères du quotidien Émergence, quotidien bilingue que vous retrouvez en kiosque ce matin. Le jour de ce jour parle de manifestations publiques jusqu'où l'arbitraire s'interroge le quotidien bleu, évoquant cette nouvelle interdiction de manifestation publique servie au mouvement pour la renaissance du Cameroun, hier par le sous-préfet de Yaoundé 1er. C'est à découvrir dans les colonnes de ce journal. En kiosque ce matin, vous lirez également le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui parle de la CAN 2021, une destination à vendre. En prévision de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun dès le mois de janvier 2022, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a présidé hier une session extraordinaire du Conseil national du tourisme pour mobiliser les différents acteurs et permettre au pays de tirer profit des opportunités qu'offre le secteur touristique lors de cet événement. C'est un dossier en page 4 et 5 de l'édition de Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental que vous lirez en kiosque ce matin. Autre journal, le soir, c'est un hebdomadaire qui vous parle ce matin de l'École supérieure internationale de guerre, c'est à Yaoundé. Le ministre de la Défense exalte la dynamique d'excellence de la 16e promotion sortie hier de cette école. L'économie quotidienne parle ce matin des entreprises vers l'audit de la CDC et de Pamol Plantations. L'objectif étant d'analyser la viabilité de cette structure en vue d'améliorer leur performance. La commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic vient de lancer le recrutement des consultants devant faire ce travail. Vous retrouvez en kiosque ce matin Éco-Santé qui parle de la prévention des déviances sexuelles en entreprise. La sexualité en débat à l'ANAFOR. C'est à lire dans les colonnes du journal. On sort par l'œil du Sahel. Le hebdomadaire parle ce matin du Grand Nord. Les aéroports attendent leur envol, c'est à lire en page 6 et 7, les aéroports de Maroua, de Garoua et de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa.
Le journal fait le point de cette mission conduite du 14 au 16 juillet dernier par le nouveau président du conseil d'administration des ADC, les aéroports du Cameroun. C'est bien l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Friss Tonnet qui a touché du doigt les défis de ces plateformes aéroportuaires vieilles, pour la plupart de près de 50 ans. Madame, Monsieur, retour en plateau pour analyser et décrypter ces différents sujets avec nos invités du vendredi. 8 sont là avec nous ce matin. Georges Sémé, bienvenue. Merci à vous, Donald. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. On va ouvrir avec vous ce décryptage des titres de la presse ce matin en attendant que Camille s'installe convenablement. Ces souvenirs de Genève, Wanzier et Marthe Moumier qui parlent dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Le journal reprend l'interview accordée par Ernest Wanzier et par Marthe Moumier qui est l'épouse de Félix Roland Moumier, qui est le deuxième président de l'UPC après Robert Bouniobel, lui qui a été plutôt secrétaire général de l'UPC. Quelle est l'importance de faire ce rappel historique pour vous en tant qu'observateur de la scène politique nationale? Alors, je ne manquerai pas de saluer d'entrée, bien évidemment, nos inconditionnels de ce plateau. Absolument. Alors, c'est un formidable rappel de mémoire cognitif que nous livre ce matin la Nouvelle Expression avec cette histoire un peu triste, quand même, sur Wanzier et Marthe Moumier qui ont adressé, comme vous l'avez dit, une interview fleuve à une radio étrangère. Et l'interview qui est reprise ce matin par la Nouvelle Expression. Je crois que c'est un formidable rappel de mémoire pour la jeune génération qui n'est pas toujours au fait de l'histoire du Cameroun. Non, et pas seulement parce que dans les programmes actuels de notre pays, les figures historiques qui ont marqué l'histoire du Cameroun ne sont pas très bien appréhendées dans les manières didactiques. Alors que par voie de presse, qu'on apprenne à la jeune génération ce qui s'est passé hier en 1960 ou en 1970, je crois que c'est une formidable entreprise et je pense qu'on devrait se pencher sur la question. Ceux qui sont intéressés par cette publication devront certainement aller en kiosque pour procurer ce journal. C'est un document dans ce que nous propose ce matin, cette interview. Camille, déjà bonjour et bienvenue, merci d'être bien installé maintenant. Cette interview fleuve que la Nouvelle Expression nous propose ce matin autour de la figure historique de Félix Roland Moumier, assassiné le 3 novembre 1960 à Genève, en Suisse. L'actualité nous parle de Genève de façon curieuse. Alors, Roland Moumier, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette figure de l'UPC? Bonjour Donald Brice-Camgan, bonjour Georges Sémé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et un bonjour particulier à Célestin Éric Mibatke, qui est un féru de la nouvelle de la revue des Grandes Lunes et qui me dépose parfois ici en bas de Mobile Bonakwama. Oui, la Nouvelle Expression fait un gros focus aujourd'hui sur l'assassinat de Félix Roland Moumier à Genève. Et il est évident que si la Nouvelle Expression a pris cette option, a choisi cette option, c'est par rapport au fait que Genève est une ville dont on parle beaucoup ces derniers temps. Mais il faut dire que nous étions en 1960. En 60 ans. En 1960, quand le Cameroun vient d'accéder à l'indépendance, et avec l'accession du Cameroun à l'indépendance, et les gens ne le savent pas trop, le jour même de la proclamation de l'indépendance, pendant que Amadou Ahidjo était en train de dire Camerounais, le Cameroun est libre et indépendant, il y avait des coups de feu qui étaient tirés à gauche et à droite, il y a eu des morts ce jour-là. Bon, parce qu'il y a certaines personnes qui estimaient que le Cameroun n'était pas indépendant, et notamment l'UPC qui estimait que le Cameroun était sous la coupe des impérialistes, et l'option de démarche de l'UPC, le credo de l'UPC, c'était justement l'anticolonialisme. Bon, mais dans cet anticolonialisme, bien évidemment, avant 1960 déjà, il y a eu un combat acharné contre certaines personnes qui estimaient que le Cameroun ne pouvait pas obtenir une indépendance tant que les Français étaient là. Mais ceux qui étaient ici au Cameroun, qui voyaient comment petit à petit l'administration coloniale était remplacée méthodiquement par des Camerounais, ne peuvent pas savoir qu'à cette époque-là, il n'était pas question d'enlever
l'administration France coloniale qui était là depuis longtemps et de plaquer des gens qui n'étaient pas préparés. Et c'est à ce niveau, par exemple, qu'il faut lever le chapeau à M. Ahidjo, qui l'a fait de manière rationnelle. Je me souviens, par exemple, que jusqu'en 1960, le commissaire de la police judiciaire, Chia Douala, était un Français. Le commissaire central, un Français. Le procureur de la République, un Français. Le président du tribunal, un Français. Figure. Non, je reviens. Je veux dire qu'il y a eu cette... Donc, Moumié, qui était président de l'UPC, né en exil, qui vivait à Conakry, en réalité, avait rendez-vous à Genève avec un Français. Un Français, pourquoi? Pour une question d'achat d'armes. Parce qu'il était question pour Moumié d'acheter des armes qui devaient être convoyées au Cameroun pour la lutte armée. Il est évident que la Français, qui était informée de cette opération, qui savait très bien que ces armes allaient revenir au Cameroun, tuer et les Camerounais et les Français, et continuer à alimenter une guerre civile, donc se sont chargés de tuer. Un blanc, il avait rendez-vous avec un certain Bechtel, qui s'est présenté à lui comme William Bechtel, un ancien cadre de l'armée française. Qui s'est présenté à lui comme un journaliste. Et maintenant, ils sont allés prendre un pot dans un troquet, et pendant qu'ils étaient assis, vieille tactique, on appelle au téléphone, Monsieur Moumi, un appel pour vous. Monsieur Moumi, le temps qu'il se lève et qu'il revienne s'asseoir, Bechtel avait mis du thallium, un poison très violent, et quelques heures plus tard, Moumi en est mort. On connaît, ceux qui connaissent la suite savent que Bechtel lui-même a connu un destin assez singulier, mais toujours est-il que la France s'est vite chargée de l'éliminer pour que on ne retrouve pas l'empreinte de sa propre main. Donc là, Marc Moumi, la femme et la compagne de combat de Roland Moumi, qui est arrivé sur qui n'était pas qu'une épouse, c'était aussi une militante de l'UPC. C'est de ça que je parle. Ça compagne exactement comme Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'elle était à Genève aussi. Elle est venue de Conakry pour se retrouver à Genève et trouver que Moumi était malheureusement déjà mort. Donc c'est un récit assez pathétique, mais c'est un récit aussi qui en réalité est empreint de beaucoup de tristesse, il est pathétique ce récit, mais malheureusement, vous savez, la politique à ce moment-là, à ce niveau, un niveau où on choisit de prendre des armes, n'est pas toujours facile. D'accord. Alors, on va sortir de ce sujet, Joël Sémé. La question de la réhabilitation, de la reconnaissance du combat de ces figures nationalistes dans la lutte pour l'indépendance et la réunification du Cameroun se pose. Il y a cette loi de 91 sur la réhabilitation de certaines figures politiques, loi controversée, puisque certains estiment qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité Robin Oumiobe, par exemple, et Amadou Ahidjo. Alors, je crois que c'est un problème qui va au-delà de l'histoire. Ça devient un problème politique, et vous l'avez évoqué. C'est parce qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité Ruben Oumiobe, qui était un combattant nationaliste convaincu. Voilà, entre guillemets, qui était un combattant nationaliste que certains traitent de maquisard. Et jusqu'aujourd'hui, voilà, et Amadou Ahidjo qui, lui, a eu un autre destin. Donc, c'est un problème profondément politique qui est encore d'actualité, au-delà de ce que vient d'évoquer la nouvelle expression. Se passe à Genève avec la concordance de temps qu'on fait avec les séjours du chef de l'État à Genève, mais il reste que la question des grandes figures de notre histoire sur le plan politique reste d'actualité, mais également sur le plan didactique. Et vous me posiez la question tout à l'heure, je fais partie de ceux qui pensent que cette histoire n'est pas très intégrée dans les manières didactiques de notre pays. Je crois que la nouvelle génération devrait s'imprégner de cette histoire qui est extrêmement riche, et il ne faut pas l'effleurer. Lorsqu'on lit l'histoire du Cameroun, lorsqu'on parcourt les manuels de l'histoire du Cameroun, on a l'impression que c'est une histoire qui est effleurée. On évoque juste quelques noms, Ruben Douala Mangabel, Roland Momié, etc. Il faut tout un programme sur les figures historiques du Cameroun afin que cette nouvelle génération qui n'a pas pu vivre à cette époque s'imprègne véritablement de l'histoire du Cameroun des années X à des années N, et afin qu'ils aient tous les outils qui leur permettent d'avoir une idée de ce qu'était le pays avant et ce qu'il est aujourd'hui. 30 secondes, Camille, et on sort de ce sujet définitivement. Pourquoi le régime regarde avec autant de méfiance ces figures historiques? Pourquoi me donnez-vous 30 secondes pour donner... Parce qu'on va passer à autre chose. Non, mais parce que vous savez que je vais dire des choses assez profondes. Et vous savez très bien que je vais dire que ce qui est embêtant avec l'histoire du Cameroun, c'est qu'elle n'est pas écrite par des historiens. L'histoire du Cameroun, jusqu'à présent, elle est beaucoup plus contée par des acteurs politiques, par les transfuges du combat politique et par des gens qui ont la mémoire discutable. En réalité, on ne peut pas comparer Amadou Ahidjo
Et par exemple, on ne peut pas se mettre à comparer Amadou Aïe et Oumiobe. Oumiobe est un homme politique qui a choisi le combat politique pacifique sans armes. Oumiobe n'a jamais tenu une machette ou un canif. Mais par contre, il y a des gens, après Oumiobe, qui ont tenu des armes pour lutter. Attendez, je continue. Et vous savez que le premier assassinat dans la lutte politique a commencé à l'intérieur de l'UPC, où 2 militants de l'UPC ont été abattus par des militants de l'UPC, tout simplement parce qu'eux, ils avaient choisi d'aller aux élections alors que l'UPC avait décrété le boycott. Donc, le véritable problème, c'est que Amadou Aïdjo, avant d'être président de la République, il a été chef d'un parti politique, tu sais. Il a été député à l'Assemblée territoriale. Il a été je crois, vice-président de l'Assemblée territoriale. Il était premier ministre, il a été président de la République. On ne peut pas dire que pour quelqu'un qui a dirigé un État, qui a dirigé un État en construction, on va le comparer à d'autres. Moi, cette façon qu'ont les Camerounais de dire que les héros, non, il n'y a pas de héros. Que ce soit Oumiobe, que ce soit... Est-ce que vous pouvez dire qu'il n'y a pas de héros, Camille? Que ce soit Oumiobe... La loi de Katfenance, là, on connaît comme des héros nationaux, même si après... C'est un mot... Il y a un débat. C'est un mot disproportionné. Ce sont des grands acteurs de l'histoire du Cameroun. De l'histoire du Cameroun, c'est des Camerounais qui, chacun à sa manière, aimaient le Cameroun, chacun à sa manière avait un programme. Oui. Mais parler de héros, c'est comme si les uns étaient des héros et les autres étaient des héros. Mais c'est effectivement pour cela, tout à l'heure, que je disais que c'est un problème hautement politique. Vous voyez maintenant qu'il y a un conflit, un antagonisme entre le héros et une figure historique. Moi, je préfère qu'on emploie plutôt le mot figure historique. Ça va d'abord trancher les acteurs politiques sur les rôles qu'ont joué politiquement chacun de ces acteurs dans l'histoire du Cameroun. Et je pense qu'on pourra tirer de là maintenant toutes les conclusions possibles. Et c'est pour cela qu'effectivement, le président Biya, en décidant de réhabiliter les grands acteurs de l'histoire du Cameroun, maintenant, après leur réhabilitation, il faut tout simplement qu'on fasse la part des choses entre ce que les uns et les autres ont fait. Et on fait réellement. On reproche au président Biya de ne pas souvent les nommer, sa figure historique. Dans ce discours. Vous savez, c'est un choix politique parce qu'il ne voudrait peut-être pas donner la possibilité à certains de discuter de la manière dont il les présente. Mais le président Biya a très bien connu cette période parce que lui-même est entré dans l'administration en 1962, 2 ans après l'indépendance du Cameroun. Donc, il a eu le temps d'être imprégné de toutes ces réalités, aussi bien sociologiques, politiques et que humaines. Restons en politique, cher monsieur, pour parler avec la nouvelle expression de cette marche du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Marche interdite, titre ce matin en petite une. La nouvelle expression programmée pour le 25 juillet 2021, elle a été interdite par le sous-préfet de Yaoundé 1er. Le même sujet évoqué ce matin par Le Jour. Manifestation publique, jusqu'où ira l'arbitraire, s'interrogent nos confrères du quotidien bleu. Joël Sémé, vous avez une réponse à cette question? Alors, c'est une manchette qui ne pouvait pas échapper à nos confrères de la Nouvelle Expression et du Jour et d'autres journaux, bien évidemment, Mutation. La réponse est que il est clair que la manifestation a été interdite. Elle était prévue pour ce 25 juillet. Elle a été finalement interdite par le sous-préfet de Yaoundé 1er. Et lorsqu'on parcourt l'arrêté d'interdiction de ce sous-préfet, ça pose 2 problèmes juridiques. Un premier problème juridique d'ordre public et un problème juridique de santé publique. Je crois que ce sont les motivations de l'interdiction de cet arrêté. Alors, s'il faut s'arrêter sur le problème juridique d'ordre public, la loi du 19 décembre 1990 fixant le régime des manifestations et réunions publiques est très claire là-dessus, sur les manifestations publiques, parce qu'il s'agit bien d'une manifestation publique. Lorsque vous déposez votre dossier de déclaration, ça c'est l'article 8, le sous-préfet, qui est l'autorité compétente dans la matière, vous délivre immédiatement le récépissé. Mais ce n'est pas toute la loi. L'alinéa 1 dit que lorsqu'il juge que la manifestation peut gravement nuire à l'ordre public, il peut soit lui donner un autre itinéraire, soit un autre lieu, soit tout simplement l'interdire. Donc, la première lecture que je fais de cette interdiction, c'est que cette loi a été simplement appliquée par le sous-préfet. Le problème n'est pas le sous-préfet, le problème c'est la loi en elle-même. Là où il y a la principale nuance, c'est la valeur que le sous-préfet donne à l'ordre public lorsqu'il est gravement atteint. La possibilité que l'ordre public soit gravement atteint. Et ça décèle de ce que le sous-préfet détient des pouvoirs discrétionnaires pour apprécier la gravité de la nuisance à l'ordre public. Et c'est ça qui fait véritablement problème. Lorsque, au même moment, pour une manifestation, on estime que
l'ordre public peut être gravement atteint. Pour une autre, malheureusement, on estime que l'ordre public ne peut pas être gravement atteint. Donc ça explique que c'est la loi qui n'est pas du tout bonne, qu'il faut certainement amender, mais le sous-préfet est dans son rôle. Mais maintenant, sur l'aspect de l'ordre public, sur l'aspect de la santé publique, bien évidemment, nous sommes en période de Covid-19, et là, ça pose encore un problème, parce qu'on se souvient qu'il y a quelques jours, il y a une manifestation de moindre envergure qui a été organisée du côté du Sud, je crois, en soutien ou alors en riposte aux événements manifestation de Genève. C'était à Ebolo, voilà, et une autre qui a été organisée dans le Mayo Tsanaga par le ministre de la Santé. En période de Covid-19, est-ce à dire qu'il y a un variant de Covid-19 pour le centre et un autre? Non, je ne pense pas. Je pense que l'argument, le motif portant sur la santé publique, s'il est juridiquement pertinent, mais sur le plan pratique n'est pas pertinent. Lorsqu'on voit qu'il y a du deux poids et du deux mesures, non, je pense que la manifestation a été interdite, et pour ceux qui ont déclaré cette manifestation conformément à la loi peuvent saisir le tribunal administratif dans les 48 heures afin d'avoir une suite favorable ou défavorable. Camille Niébé, le problème c'est la loi ou son application ou les autorités? Le problème c'est la loi, le problème c'est la souveraineté du sous-préfet. En fait, le sous-préfet a donné deux arguments qu'on a déjà semés. Un, la menace à l'ordre public. Deux, le Covid. Bon, il est évident que le deuxième motif ne tient pas tellement, dans la mesure où, comme l'a relevé Georges, il y a eu une première manifestation. Hier dans le Mayo Tsanaga. Hier dans le Mayo Tsanaga, le ministre même, Manao Dabmane, qui est censé connaître la loi, bon, on ne sait pas s'il a obtenu une demande de manifestation. Ce deuxième argument ne tient pas. Mais par contre, le premier argument, qui lui relève de la souveraineté. Qu'on entend régulièrement, menace de trouble à l'ordre public. Alors, ce n'est que l'opposition qui... Non, je pense que risque menacer l'ordre public. Je pense que le sous-préfet a en mémoire les récentes. Avant la manifestation de Genève, il y a eu une manifestation à Paris où des gens portant des t-shirts de Maurice Kamto avaient manifesté en tenant le drapeau du Cameroun, et il s'est dit que c'est le MRC qui était là derrière. Maintenant, au niveau de Genève, où on a vu la basse, et la base que l'on relie trop facilement. Là, nous sommes au Cameroun, Camille. Ce n'est pas tout à fait le même contexte. J'ai un regard holistique. C'est-à-dire que je pars des manifestations de Paris. Non, parlons de Yaoundé premiers. Ensuite, descendons... Non, ça a été dans la même ligne. Maintenant, la manifestation de Genève, où il y a eu la base elle-même, que certains disent la base MRC, et malgré le fait que aussi bien le président du MRC que son staff disent n'avoir aucune connexion avec la base. Et maintenant, le sous-préfet estime que c'est une continuité. Donc le MRC tient absolument à continuer. Le sous-préfet n'a pas fait de lien avec la base. Je dis dans sa tête, il se dit tout simplement que le MRC... Est-ce que vous avez la tête du sous-préfet, Camille? Mais c'est évident. Parce que quand il parle de menaces. Il n'explique pas ce qu'il met dans la menace. Non, ce qu'il exprime. On lit constamment cela. Ce qu'il exprime et ce qu'on dit, certains hommes politiques sur les plateaux de télévision ces derniers temps, c'est que certains estimaient que le MRC voulait descendre dans la rue et maintenant faire de la provocation pour qu'il y ait peut-être une réaction violente des forces de sécurité, et maintenant que les militants s'installent dans la rue, ne ressortent plus parce qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts. C'est-à-dire que pour les renseignements que le sous-préfet, voilà les renseignements que le sous-préfet a eu, et voilà la thèse que défendent ceux qui tentent de justifier la menace du trouble à l'ordre public. C'est ça. Donc le sous-préfêt a pris il a pris sa responsabilité, qui est plus ou moins discutable. Maintenant, le fait est que quel était donc en réalité le but de cette marche, le motif de cette marche, c'était la lutte, la demande de la guerre du Nozo. C'était maintenant des comptes sur le Covid. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de revendications qui peuvent même être justifiées. Ok. Alors, Georges Semé, est-ce que ces interdictions systématiques des manifestations projetées par l'opposition ne sont pas de nature à crisper les tensions davantage? Alors, lorsque j'analysais tout à l'heure, je disais que lorsque votre manifestation est interdite, vous avez la latitude de saisir le tribunal administratif. Là, c'est sur le plan juridique. Mais ça contribue bien évidemment à crisper l'atmosphère politique. Ça contribue à créer des tranchées entre ce qu'on appelle aujourd'hui la grande opposition et la majorité, les partis de la majorité présidentielle, puisqu'on a l'impression que certaines manifestations sont bien évidemment permises lorsqu'il s'agit d'un parti qui appartient à la majorité présidentielle ou alors parti même leader de la majorité présidentielle, et que les manifestations de l'opposition sont systématiquement interdites. Ça donne l'impression qu'il y a du deux poids, deux mesures. Mais le plus important et le plus intelligent à comprendre ici, c'est
la notion d'ordre public. La subtilité se cache dans les pouvoirs exorbitants qu'on donne au sous-préfet d'apprécier la nuisance grave à l'ordre public. L'impérium. Voilà, la nuisance grave à l'ordre public. L'ordre public, c'est quoi? C'est la salubrité publique, c'est la sécurité publique, c'est la sûreté publique et c'est la tranquillité publique. Donc, derrière ces 4 notions, on donne un discrétionnaire incroyable au sous-préfet d'apprécier si ces 4 notions peuvent être menacées. C'est là véritablement le débat. Vous comprenez, c'est là véritablement. Or, si on prend la tranquillité publique, une manifestation qui est initiée par un parti au pouvoir, bien évidemment, nuit à la tranquillité publique. Pas plus que celle qui est initiée par l'opposition. Donc, je pense que c'est une loi qu'il faut réformer et malheureusement, elle date des années 90 et elle fait toujours débat lorsqu'il faut l'évoquer. Et je pense que la faute aujourd'hui n'est pas au sous-préfet qui l'applique parce qu'il est dans son droit. Le problème, véritablement, c'est cette loi qui décide aujourd'hui d'être un tout petit peu toilettée. Parlons de tout à fait autre chose, mais c'est toujours question de liberté d'expression cette fois. En tout cas, c'est selon. La traque, c'est ce que dit la nouvelle expression ce matin, la traque de Fridolanké, c'est un enseignant d'université bien connu de l'espace public au Cameroun, philosophe et enseignant à l'université de Yaoundé 1. Il est depuis hier traqué par les éléments des forces de sécurité. Il est en conflit, indique ce matin nos confrères de la nouvelle expression, avec le patron de la sécurité militaire, le colonel Joël Émile Mbankui. De quoi retourne cette affaire, Kaminele? C'est une affaire assez curieuse, mais c'est une affaire aujourd'hui qui est tripotée un peu dans tous les sens. D'un côté, on veut prendre, on fait tout pour peindre M. Nké, le professeur Nké, comme un héros, et de l'autre côté, le colonel Bamkoui comme un bourreau qui veut le broyer. Mais tout est parti d'une intervention du professeur Nké, qui, dans un direct d'ailleurs, a dit que... Sur Facebook, a dit que quand un militaire estime qu'un ordre n'est pas conforme à sa conscience ou à un certain nombre de choses, son devoir c'est de désobéir. Et en parlant de cela, il a cité nommément le colonel Bamkoui, Joël Émile Bamkoui, directeur de la sécurité militaire du Cameroun, et en plus il a donné des détails. Il dit que M. Bamkoui a arrêté un journaliste, il l'a torturé pendant des jours, et c'était des pouvoirs exorbitants et tout cela. Alors, au vu de ça, le colonel Bamkoui l'a convoqué dans son bureau en disant que vous êtes convoqué à mon bureau tel jour. Et c'est là que le professeur qui a commencé à gesticuler dans les réseaux sociaux en disant que Bamkoui le traque, Bamkoui fait ci, Bamkoui fait ça. On lui a donné, il ne s'est pas présenté à cette convocation, et sur cette convocation, il est bien écrit que faute par vous de déférer à cette convocation, vous y serez contraint par tous les moyens de droit. N'oublions pas que, justement, ce n'est pas parce qu'il s'agit de démocratie et de liberté aujourd'hui, mais il y a certaines choses qu'on ne dit pas. On ne peut pas demander publiquement à des militaires de désobéir à des ordres. Ça, c'est un délit qui est susceptible d'être réprimé. Parce que vous soyez professeur d'université ou que vous soyez journaliste, quand vous dites des choses aussi graves qui peuvent porter atteinte au moral des troupes, moi je pense que l'État est en droit de vous demander des comptes. Là aujourd'hui, il est question, le professeur qui a été convoqué à la CEMIL, bon maintenant il a décidé de prendre le maquis, de se cacher parce qu'il estime qu'il est en danger. Mais il devait savoir qu'au moment où il dit des choses aussi graves, il devait savoir que ces choses-là ne peuvent pas être dites sans conséquence. Parce que le fait de demander publiquement aux soldats de désobéir si vraiment un ordre ne passe pas dans leur tête. Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez grave. Et maintenant, quand vous le dites, vous citez un haut responsable des forces de sécurité et que vous peignez en véritable monstre. Moi, je pense que c'est des choses quand même qu'il faudrait que M. Nké assume. Alors, quelles sont les leçons de ce conflit entre Joël Émile Mbankui et Fridolanké, de votre point de vue, Georges Sémé? Alors, excusez-moi de botter en touche parce que avant d'être journaliste, je suis d'abord un diplômé de droit. Et en l'état actuel d'une affaire comme celle-là qui a des éléments extrêmement graves, je crois qu'il est indécent et maladroit de se prononcer parce que nous sommes encore dans les enquêtes préliminaires en attendant l'instruction, etc. Mais les faits... Il y a des premiers éléments de fait. Je dirais sur Facebook. Oui, les faits... L'échange tendu entre les deux. Les faits vont sa convocation provoquer une entrée dans le fond. Ça va provoquer une entrée dans le fond. Si vous voulez que je me prononce sur la question, je dirais que il a été convoqué, en l'état actuel des faits, il a été convoqué, qu'il se soumette à la convocation.
ceux qui l'ont convoqué devraient respecter ses droits, tout simplement. Je ne rentrerai pas davantage dans l'histoire qui est assez grave, rocambolesque et difficile dans ma posture de journaliste. Donc je pense qu'il devrait déférer à la convocation et que ceux qui l'ont convoqué respectent tout simplement ses droits en attendant que les faits qui lui sont reprochés soient effectivement avérés. Il reste encore présumé innocent et je pense qu'on est dans un état de droit et dans un état de droit qu'on soit dans une procédure civile ou dans une procédure militaire, les droits des impétrants devraient simplement être respectés. Il est accusé d'incitation à l'insurrection et à la mutinerie au sein des forces de défense. Mais il reste présumé innocent tant que ce n'est pas prouvé, ou alors tant que le flagrant délit n'est pas prouvé. Je crois qu'il détient encore tous ses droits et c'est là où réside la difficulté sur un commentaire approfondi de cette affaire. Tout ce qu'il a à faire maintenant, c'est d'aller répondre à cette convocation et, comme je disais tout à l'heure, que ses droits soient tout simplement respectés, qu'il n'y ait pas des abus en sa personne, parce que il reste que c'est un justiciable comme tout le monde, même s'il est un professeur d'université, il est soumis au respect de notre loi. Et s'il est prouvé qu'il a violé la loi, qu'il réponde tout simplement. Je sais bien, quand vous parlez de flagrant délit, le flagrant délit, c'est que les propos du professeur qui ont été entendus par tout le monde. Les professeurs, des propos du professeur qui ont cité nommément M. Bamouké. Il me semble que la loi dit que les forces de sécurité ne doivent pas exécuter les ordres qui sont contre la loi. Hein. Ça aussi, ce sont des faits qu'il faut pouvoir relier. Oui, mais quand on le dit à la télévision... Les forces de sécurité ne doivent pas exécuter des ordres qui sont contraires à la loi. Absolument, mais quand quand un leader d'opinion le dit et cite nommément le nom, cite nommément le nom d'un haut responsable, moi je pense que là aussi il y a quelque chose à examiner là-dessus. Est-ce que c'est fini? D'accord, c'est fini. On aurait pu évoquer la question du ciment. Fongo me fait des grands signes que c'est terminé pour ce matin. Madame, monsieur, merci d'avoir été avec nous pour cette dernière édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. À lundi pour la prochaine édition. Merci à nos invités, Joël Sémé et Camille Nélé, pour ce vendredi.